Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot et le foot à Lyon. C'est l'Olympique Lyonnais avec, surtout sur la chaîne TLM, la chaîne 30 et sur le site olympique-lyonnais.com avec Razik Brik. Bonjour Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Vous allez bien? Très bien. Hein, c'est bien, une petite défaite mais qui fait plaisir. Exactement. Fois, ça change. Il y a beaucoup de choses à dire en plus. Oui. Nicolas Puytebois, bonjour. Salut Michel, salut à tous. Et donc nous avons l'insigne honneur de recevoir un membre éminent de l'AFP puisque nous avons avec nous dans les studios François Tixier. Merci. Bonjour François. Bon, on a perdu, mais avec honneur apparemment, c'est ça le titre. Ouais, c'est un beau titre, c'est bien trouvé en bien, tout cas. hein. Ouais, c'est bien trouvé parce qu'on l'avait dit, ce qu'on souhaitait surtout c'était... Il s'aime. C'est moi qui choisis le titre, c'est bien trouvé. Ah, j'ai un Mais Chanel Melon, je veux dire, c'était vous valoriser Michel. Mais non. Vous valoriser. Moi, c'est vous qui C'est un avez travail fait. d'équipe. Oui, très bien. Comme hier, il y avait une équipe. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait, c'était retrouver une équipe finalement, c'était retrouver une équipe qui se bat, qui joue ensemble, qui propose du jeu et lorsque l'OL joue, l'OL arrive en tout cas à rivaliser face au Paris Saint-Germain. On savait que Paris, c'est la grosse équipe, c'était difficile. Sur le papier, on disait avant le match que ça allait être difficile pour l'OL de se qualifier face à Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain c'était une équipe plutôt bis, on va dire. Nous aussi. Et on a la compo là, regardez. Et qu'effectivement, avec les propos de Jean-Michel Aulas, on l'avait souligné la semaine dernière, Jean-Michel Aulas avait laissé entendre que peut-être que c'était le match qu'il fallait laisser passer avant le déplacement à Saint-Etienne. Là, au moins, Lyon a joué et voilà, c'était plaisant. C'est ce qu'on voulait voir de cette équipe lyonnaise. On a vu la composition avec quelques petites rotations, mais en tout cas des joueurs qui avaient l'occasion, notamment Mathieu Gorgelin, on aura aussi l'occasion d'en reparler, de jouer, d'avoir du temps de jeu. Ouais, la Coupe de la Ligue permet au coach de faire tourner l'effectif. Le président avait annoncé la couleur en fin de semaine dernière par rapport à ce match-là et que la priorité donnée au derby, ce qui me paraît plutôt intelligent. Après, c'est sûr que quand on a des principes de jeu, qu'on produit du jeu et qu'on a un bon état d'esprit, forcément, on montre des choses qui sont plus intéressantes que dernièrement. Donc là, voilà, on a défendu beaucoup plus haut, on récupérait le ballon plus haut, donc on pouvait l'exploiter de manière plus intéressante. Les joueurs étaient concernés, étaient investis, et on se rend compte que voilà, dès l'instant où ils y mettent du leur, des bons joueurs font des bons matchs. Donc voilà, ils n'ont pas perdu leur football, ils avaient juste perdu leur tête, leur motivation. Je pense que Bruno Genesio a remis de la rigueur. On sait que la rigueur est importante dans le football de haut niveau, dans le professionnalisme. Il a mis de la rigueur dans le vestiaire, il a mis de la rigueur sur le terrain. Donc voilà, ça se voit de jour en jour. François, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le retour d'Umtiti a fait énormément de bien. En championnat, après sa blessure dans le derby, le 8 novembre, l'équipe n'avait plus gagné en Ligue 1. Elle avait gagné 2 fois. Une fois contre Tours en Coupe de la Ligue et à Valence en Ligue des Champions, où c'était quand même un match assez abouti, même s'il n'y avait pas d'enjeu. Et ça fait 3 matchs qu'il est là et on voit que ça va quand même nettement mieux. Et même contre 3, il a été l'un des meilleurs Lyonnais. Hier, ça a été certainement l'un des meilleurs également. Même si sur le premier but, ce qui me dérange, c'est qu'il peut dégager et il essaye de la contrôler. Peut-être trop joueur sur cette action-là. On ne va pas trop parler du premier but. Alors, si on en parle, on va parler d'autre chose. Hein, parce que franchement, la conséquence, parce qu'on peut annihiler 2-3 fois, malgré l'erreur d'arbitrage, on peut quand même annihiler 2-3 fois. On peut dégager ce ballon. Le reste de sa production était quand même... on est d'accord. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des 2 mois de la fin d'année 2015. L'équipe n'est pas tout à fait la même. Il y a quand même des joueurs qui sont revenus. Ouais, même si on a beaucoup de blessés encore. Hein. Oui, mais c'est intéressant et c'est important de le dire aussi parce qu'effectivement, Bruno Genesio, et c'est pas pour lui, encore une fois, c'est pas le critiquer ou lui faire offense de dire ça, mais c'est qu'il bénéficie le retour des blessés et notamment de Samuel Umtiti. Pendant 2 mois, Hubert Fournier a dû composer avec aussi de nombreux absents. Et c'est aussi, il faut aussi le souligner. Il continue à composer avec l'absence de Fekir en même temps. Hein, donc, ouais, ça c'est sûr. Voilà, ça, donc plus ça va aller, plus il va récupérer des éléments importants. En défense, parce que tu as Samuel Umtiti et on voit ce que son potentiel. Et plus ça va aller, et plus il aura un calendrier allégé. Aussi. Sauf si on va jusqu'en finale de la Coupe de France. C'est vrai. Et il n'y a plus de Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue, c'est fini. C'est vrai que sur le mois de janvier, on a une concentration de gros matchs. Donc après, le calendrier... Mais avec la victoire à 3 points, ça se joue quand même à partir du mois de mars. À condition de ne pas être trop loin. Hein. Mais on s'aperçoit quand même qu'on parle des blessés, mais tous les clubs européens, je ne parle pas de PSG, mais Marseille, une cascade de blessés, c'est abominable. Saint-Etienne, c'est des grands lots. Bordeaux, c'est pareil. Ceux qui sont à la course à l'Europe. Ceux qui ont joué en Coupe d'Europe à l'automne, ou même Marseille est toujours en course, ont tous des blessés. Alors après, il faut peut-être voir...
Alléger le calendrier? Non, c'est pas. Préparation physique. Pourquoi l'alléger? Le PSG, ils y arrivent bien. Ouais, mais ils ont un effectif qui est bien plus conséquent, avec une profondeur de banc. On en ils n'ont pas 40 joueurs. Ouais, mais la plupart de leurs remplaçants pourraient être titulaires. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Ils pourraient être titulaires, mais moi je pense dans n'importe quel club de Ligue 1. Ouais, mais moi je pense que surtout il y a des joueurs qui sont dans ces clubs-là qui ne sont pas faits pour jouer dans ces clubs-là, à calendrier chargé. Pourquoi ils sont plus blessés dans ces clubs-là qu'au Paris Saint-Germain? En tout cas, là, on a souligné depuis le début de cette émission qu'on avait vu une belle équipe de l'OL. Par contre, on a vu un Claudio Beauvu, toujours, encore une fois, pas au niveau. C'est ce qu'on m'a dit. Non, mais c'est certain. C'est ce qu'on m'a dit. Il était titulaire. Il est toujours en instance Il a croqué, on m'a dit. Je suis sorti de scène, on m'a dit, il a croqué. Ah bah voilà. Il a une opportunité à 0-0. Une opportunité, oui, qui est importante. Hein. Ouais, parce qu'on sait que dans ces matchs-là. Je pense que la configuration du match aurait pu l'avantager, mais bon, peut-être qu'il a la tête vraiment ailleurs. C'est un peu compliqué de se concentrer. Ça s'est vu dans l'investissement. C'était une opportunité pour lui de continuer de marquer les esprits. En plus, ça permettait de mettre l'OL sur de bons rails. C'est une grosse occasion. Et on sait que dans ce genre de match, face à ce genre d'adversaire, on n'a pas beaucoup d'occasions. Donc, il faut les mettre au fond. Voilà, peut-être avec un peu plus de avec un peu plus de confiance. Et puis la tête à l'OL, ça aurait été peut-être différent. Mais je parlais de profil ou de profilage. Claudio Beauvu est un joueur qui est arrivé tardivement en élite. Il a déjà 27 ans. Il arrive dans un club européen depuis 20 ans. Où il y a beaucoup d'exigences, des exigences qu'il n'y avait sans doute pas à Troyes, à Châteauroux, à Guingamp ou à Bastia. C'est ce que dit Razik, c'est qu'en fait, le costume est trop grand pour lui. Le club est trop haute. On va dire ça, c'est peut-être pas très sympa, mais mais après, il faut être lucide. Je suis pas sympa, moi, tu sais, François. Je suis pas sympa. Moi non plus, des fois. Mais il faut reconnaître que peut-être que c'est une erreur de casting, non pas forcément sur sa qualité de footballeur, mais on l'a pu le voir avec Dany qui a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas finalement au jeu lyonnais, on le savait dès le début. Au jeu et au standing. Et au standing de l'OL, clairement. Ou alors il fallait le recruter à 22 ans et il pouvait éventuellement évoluer. Par contre, il y a une recrue moi, que j'ai bien aimée hier, et ce n'est pas la première fois, c'est Sergi Darder. Alors c'est vrai, vous allez me dire, il faut qu'il muscle son jeu, il faut qu'il apprenne du muscle. Qu'il commence déjà par se muscler lui. Mais sincèrement, voilà, on voit que c'est un bon footballeur. Moi, je comprends qu'un Florian Maurice a pu repérer ce type de joueur parce qu'on voit franchement qu'il a du ballon. On le voit sur le but, la passe décisive, il a vu avant, il la remet en une touche, techniquement c'est propre, il a vu où il fallait la mettre. Après, Tolisso fait le reste, bien sûr, mais voilà, il sent le jeu, il va de l'avant. C'est un joueur. On a un tweet sur le but de Tolisso, je crois. Quentin Tolisso a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matchs, TCC avec... Toute compétition confondue. D'accord, toute compétition confondue avec l'OL, soit autant que lors des 37 précédents pétards. J'ai rien compris ce qu'il a dit, mais enfin c'était parfait. C'est comme quoi, quelquefois, tweet... c'est bien aussi parce qu'il était un peu décrié, Corentin Tolisso. Au niveau du jeu, c'était pas terrible. Notamment le match face à Troyes, où il n'avait pas été terrible. Là, c'est bien, tant mieux. Voilà, Corentin Tolisso libéré, on a besoin de tout le monde. Et c'est bien de voir que justement, tout le monde, c'est un travail collectif. On le dit toujours, le football, c'est la cohésion de groupe. Et on reprochait justement à ce joueur de ne pas être une équipe, de ne pas être unis. Là, on a vu un bon Corentin Tolisso et qui a marqué, tant mieux pour l'OL. Il y a aussi, donc on a une réaction de Laurent Blanc aussi. Parce que pour faire un bon match, il faut être 2 équipes, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Laurent Blanc? Ça a été une belle soirée avec 2 bonnes équipes, un bon match de couple. Les 2 équipes auraient pu se qualifier. À la sortie, c'est le PSG. Les 2 équipes étaient très proches. On ne peut pas dire que la qualification de Paris est imméritée. Ils ont changé d'entraîneur, de système aussi. Il y a une émulation. Les joueurs essaient de faire en sorte de faire évoluer leur statut. J'ai été agréablement surpris par cette équipe de Lyon et par l'arbitre. Ça, c'est moi qui le dis. Mais le match qu'ils ont fait ce soir est plus proche de la valeur de l'effectif que celui qu'ils ont fait il y a un mois ici, 5-1. Ouais, c'est vrai. Ils ont joué plus haut déjà. Ils ont joué plus haut, ils ont joué, ils sont approchés. Ils ont mieux débuté la rencontre. Ils avaient de meilleures intentions lors du 5-1. Lors du 5-1, on a préféré attendre très bas. Et puis d'être acculé sur notre but et de leur laisser le ballon. Là, hier, on a été entreprenant. On a pris le ballon, on a pris le jeu à notre compte. On a essayé plus ou moins. C'était le Paris Saint-Germain qui jouait en contre. Bon, d'ailleurs, ils l'ont plutôt bien fait. Le but qu'on prend sur corner, c'est pas normal normalement. Sur un corner en notre faveur, on peut pas. Le deuxième but, c'est pas normal. Normalement, il y a un compte de 80 mètres. Ouais, c'est pas normal. Normalement, il y a quelqu'un à la ramasse. C'est France-Bulgarie en 93. Exactement. Au même endroit d'ailleurs. Voilà, défensinement, normalement, on met des gens en place, on met des choses en place à la causerie pour justement pallier à ce genre d'action de jeu. Et là, pour le coup, on n'a pas. Enfin, c'est pas normal. Normalement, au niveau comme ça. On ne doit pas se faire prendre sur 80 mètres sur un corner en notre faveur, c'est pas possible. En conférence de presse aussi, Bruno Genesio ne s'était pas trompé.
Malheureusement, je pense qu'il espérait que ce soit dans son sens, mais que les remplaçants faisaient souvent la différence. Les joueurs issus du banc, on a vu quand même que sur le contre, Di Maria, Di Maria et Lucas. C'est pareil, quand il y a Di Maria et Lucas qui rentrent, c'est pas, Alors, pas mal. Hein. La différence, elle s'est faite sur la valeur du banc. Oui, bien sûr. Et moi, ça fait quand même quelques temps que je dis que le banc de l'OL n'est pas assez riche. Ouais, mais enfin, avec nos moyens, c'est toujours pareil. Ouais, Après, on a quand même plus de moyens que certains clubs. D'accord, mais là, on compare à Paris, on joue contre Paris. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on par rapport à Paris, on ne peut pas faire la maille. Moi, je comparais plutôt à l'OL. On a, je pense, un banc qui pourrait être bien meilleur. Ben c'est clair, parce que quand tu vois que Sergi sort et que, comme tu dis, c'est les entrées de à Paris, Sergi Darder sort, entrée Di Marias et Lucas, et que finalement derrière, tu vois que l'équipe est complètement déséquilibrée. Effectivement, il y a un problème de banc. Il a raison, François, de le dire. Hier, l'équipe était remaniée. Nous aussi, on a fait rentrer Clément Grenier, Alexandre Lacazette. Enfin voilà, c'est pas. Sur le match d'hier, c'était 2 équipes remaniées, à part que quand on remanie à Paris, les titulaires, les remplaçants parisiens seraient titulaires à Lyon. Non, mais après, c'est factuel. Certes, mais si tu fais sortir par exemple un joueur comme Darder, et j'imagine que tu le fais sortir parce que tu le préserves pour le match de Saint-Étienne, tu te dis tu vas le faire jouer, sûrement le faire jouer à Geoffroy Guichard. Derrière, tu te dis ça déséquilibre ton équipe, donc ça pose un problème quand même. Bien sûr. On remplace Mbouemba qui joue déjà ailier gauche alors que c'est pas son poste, il fait un match correct sans plus parce que c'est pas son poste, parce qu'il connaît pas. D'ailleurs, on a vu Morel un peu en difficulté parce qu'il n'y avait pas de relation entre les deux joueurs, il venait pas forcément l'aider défensivement. Après, on le replace dans l'axe du milieu de terrain, mais un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps, qui n'est pas dans le rythme, forcément, quand on fait rentrer Di Maria et Lucas qui sont dans le rythme, qui sont des joueurs offensifs, c'est différent que quelqu'un qui n'est pas dans le rythme et qui est défensif. Qui est défenseur. Rappelons quand même que Lacazette n'a joué qu'1 heure contre 3 après 1 mois d'absence, et Grenier est resté quand même 4 mois absent en première partie de saison. Il n'est pas à 100%. Et lui-même va nous le dire. On l'a vu sur son coup franc, d'ailleurs. Moi, j'y croyais. On va aller. Ça y est, moi, j'étais content. Je venais d'arriver. Il y aura 2-1. Grenier, coup franc. Allez, il va y avoir un... Et non. Mais c'est vrai que par rapport aux 2 matchs précédents, Limoges et Troyes, là, on avait une confrontation qui était quand même de bien meilleur niveau. Et on a pu voir qu'on était capable de rivaliser aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'on pouvait, contre des adversaires plus faciles, on disait que c'était bien ce qu'ils avaient fait. Mais il y avait toujours ce doute de dire c'est quand même des adversaires faibles. Là, contre Paris, on a quand même montré qu'on avait des choses à faire valoir. Oui, mais attention, parce que, et tu es quand même bien placé pour le savoir, c'est que contre Troyes, c'était quand même plus difficile. Il faut mener le jeu. Bien sûr. Là, Paris était plus fort, donc tu te hausses à ton niveau. Oui, le derby, on va le mettre à part, c'est un match à part. Mais il faudra confirmer contre des adversaires où l'OL devra faire le jeu. À Marseille. Contre Marseille notamment, bien sûr. Au Grand Stade. Oui, c'est très juste. Chambly en Coupe de France. Chambly aussi. C'est plus compliqué de devoir imposer son jeu. Je sais que Michel, le temps passe vite. On le voit pour l'instant, tout va bien. C'est vrai, tout va bien. Alors je sais qu'on parle beaucoup, mais on est obligé d'évoquer le cas de Mathieu Gorgelin. Et justement, j'allais vous le proposer puisque j'ai une petite réaction de... Tout le monde a été présent, nous dit Mathieu Gorgelin, on a eu de belles phases de jeu, on les a fait douter, je pense. Ouais, on est obligé de le souligner. Et lui, alors, ils sont enflammés sur les réseaux sociaux, apparemment, vous venez de perdre votre micro. Allez, voilà, ça y est, c'est enregistré dans les conditions du direct. Voilà, c'est ça. Je me suis enflammé sur Mathieu Gorgelin, parce que je me suis dit que voilà, il a fait quand même il a fait une bonne prestation. Il était très bon, c'est vrai que c'est un gardien qui joue vraiment très peu. Pour un deuxième gardien, c'est peut-être un des deuxièmes gardiens qui a le moins joué. Même Vercoutre arrivait à jouer plus que ça. Même Puy-de-Bois à l'époque aussi. Même moi, j'avais la chance de jouer plus que ça. Nicolas a joué en Ligue des Champions, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Manchester, Old Trafford. Et Anderlecht. Ça fait loin, oui. Ça fait loin maintenant, mais c'était ça. Ouais. Mais moi, j'ai une bonne contre Cristiano Ronaldo. J'ai une bonne mémoire quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il joue assez peu, donc on ne savait pas trop ce qu'il valait. Mais bon, les derniers matchs qu'il a eu fait, contre Tours, et il y a eu un match de championnat aussi, il a joué. À Nantes. À Nantes, oui. Et il avait été très bon aussi. Donc voilà, ça prouve qu'il y a de la réserve et que c'est un bon gardien. Après, Nico, on en parlait tout à l'heure, il va être, c'est normal. C'est un spécialiste, un gardien. Après, moi, je vois ce qui est perfectible et ce qui peut travailler. Voilà, on sent que c'est pas propre au niveau technique, on sent qu'il y a des choses à améliorer. En même temps, il n'a pas de temps de jeu, il n'a pas de confiance. Forcément, il y a toujours des choses à améliorer. Et puis moi, j'ai l'œil critique parce que je connais le poste et que j'ai pu avoir la chance d'être à sa place aussi à un moment donné. Donc hier, il a fait un gros match, c'est vrai.
Mais c'est vrai que sur le premier but, par exemple, alors on va reparler de l'erreur d'arbitrage, mais il y a peut-être la possibilité de la mettre en corner ou de la garder plutôt que de la repousser, de la redonner à l'attaquant. Quand il sort sur le deuxième but, il peut peut-être prendre plus de place. Après, c'est des détails, mais le haut niveau se fait des détails et la différence entre le titulaire et le remplaçant, bah voilà, elle se fait là en fait. C'est aussi le fait, il y a le titulaire et le remplaçant, mais c'est un gardien qui ne joue jamais. Ouais, il ne joue même pas en réserve. Mais après, même en réserve, la aujourd'hui, compétition, c'est important et il fait que de l'entraînement. Aujourd'hui, c'est une révélation pour les supporters et le grand public parce qu'ils connaissent pas la manière de travailler de Joël Batz ou de l'OL. Mais si Mathieu Gorgelin est là, c'est pas par hasard. Il a la confiance du club et du staff. Il travaille bien au quotidien. Donc voilà, pour moi, c'est pas une révélation. On sait de quoi il est capable. Je sais de quoi il est capable. Après, il peut progresser, il peut être meilleur. C'est sûr que c'est en jouant qu'il continuera de progresser. Malheureusement, il joue pas assez. Il fait que de l'entraînement. Il fait que des entraînements. Mais très franchement, il vaut mieux s'entraîner avec un effectif de la qualité de l'Olympique Lyonnais que de partir peut-être en D2 ou en national, parce que le niveau est moins élevé. Mais lui, ça sent le vécu, ça sent le vécu, ça. Non, mais lui, s'il part, je pense que ce n'est pas son intérêt d'aller jouer en Ligue 2 ou en national. Il faut qu'il puisse jouer... mais les places en Ligue 1, c'est pas avec le temps de jeu qu'il a qu'il va pouvoir trouver un poste en Ligue 1. C'est pour ça que je parle de Ligue 2. C'est difficile, mais donc si c'est pour aller jouer, s'enfermer dans un club moyen de Ligue 2, il a plus d'intérêt. Professionnellement, oui, on est bien d'accord. En termes de contrat, puis même en termes de contrat, il est mieux d'être à l'OL. Sportivement, il vaut mieux faire 2-3 matchs de très haut niveau à Lyon. C'est d'ailleurs le choix qu'a fait Vercoutre. Ouais, exactement. Alors là, on a une réaction aussi de Samuel Umtiti, où là, on va pouvoir constater en fait que l'esprit de la gagne est revenu. Regardez, c'est une déception. Voilà, déjà, ça commence par là. Parce qu'on est des compétiteurs, on avait à cœur de montrer de bonnes choses. L'état d'esprit a changé en ce début d'année. On fait plus les efforts les uns pour les autres. On ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs qu'il y a un mois. On voulait les harceler, même si on savait que techniquement, ils étaient au-dessus. Je suis fier de notre match. Le coach nous parle des valeurs du club, du sérieux, de la rigueur. On a été une équipe structurée, ce qui nous a manqué ces derniers mois. Et c'est peut-être ça qui nous manquait justement. C'est peut-être un leader de l'ombre qu'on mettait en avant par ses qualités techniques, par son leadership sur le terrain. Mais peut-être que par ce genre de discours, il nous a manqué aussi au mois de décembre où il n'était pas là, où il était absent. Voilà, c'est un gagneur. Voilà, mais il y en a beaucoup qu'on se fasse cacher, on sent que c'est un compétiteur quand il est sur le terrain. Ah ouais. Mais après, au niveau du discours, c'est vrai que voilà, il parle pas souvent, on lui donne pas souvent la parole. Là, de plus en plus, parce que ses performances parlent pour lui. Mais voilà, il faudrait une attitude comme ça des 11 sur le terrain en fait. Sur le terrain, on a tendance à dire qu'ils font 11 leaders. Ouais. Mais la déception, elle est née aussi de leur performance. Parce que s'ils avaient été balayés, il n'y a pas de déception. Là, ils ont quand même contesté quasiment jusqu'au bout le PSG. Et la déception de l'élimination, elle est née de là. C'est qu'ils ont touché la qualification. En tout cas, au moins... En montrant des choses, en tout cas. Voilà, et la déception, elle est encore plus grande après le premier but... qui a été encaissé, qui est quand même extrêmement contestable. Ils n'ont pas contesté sur le moment, parce qu'ils ne savent pas trop, mais c'est vrai que du coup... Non, mais bon, je pense qu'elle a mis... Ils ont perdu ça tombe très bien, parce que là, on va faire une transition extraordinaire. On va parler de l'arbitrage, les gars. Allez, l'arbitrage, on a un tweet sur l'erreur d'arbitrage. Que nous dit ce tweetos ? Ah, c'est carrément la photo, oui, effectivement. Là, on voit bien. J'aime le Et l'arbitre, il est bien placé. Et puis, il se penche bien pour regarder. Ça sert à quoi, le 5e arbitre ? Eh ben voilà. Chris, notre ami Chris, ouais. Voilà. Mais ils les aimaient pas, les arbitres, déjà. Donc, on a aussi, pour terminer l'introduction de ce thème, on a une réaction de Jean-Michel Aulas. Si j'écoute Alex, son pied est fauché en deuxième période. On aurait pu avoir un pénalty sur des mains successives aussi. J'ai donc bien aimé la soirée, mais moins certaines interprétations de l'arbitre. Les arbitres, sont souvent très bien placés. Ils étaient même 5 ce mercredi soir. Quand on est à moins de 5 mètres et qu'une balle sort de 50 cm, ça enlève une forme de panache à la qualité de l'arbitrage. J'ai essayé de l'expliquer à la mi-temps, mais quand on ne veut pas regarder l'image, car c'est trop dur à supporter pour celui qui fait l'erreur. Voilà. Bon, voilà. Il a dit également qu'il avait essayé d'être pédagogue et fair play. Il est dans son rôle, le président, mais c'est vrai que... Ouais, mais c'est compliqué, là, quand même. C'est vrai que là, du coup, c'est... Elle est bien dehors, quand même. Quand tu vois l'image, là, la première image... Quand ça se joue à peu de choses, le tweet, c'est compliqué. est impressionnant, sincèrement. Elle sort... Tu vois le 5e arbitre. Déjà, on se demandait à quoi il servait. On la revoit. Non, mais voilà, merci en régie, mais franchement, c'est incroyable. La balle, de toute façon, est clairement sortie. Après, il faut faire attention parce que l'angle de vue, il est un peu... donc, elle n'est peut-être pas sortie de 50 cm. Mais de toute façon, elle est sortie, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai toujours dit dès le départ, on a mis 2 juges de surface, ça ne sert à rien. Autant les mettre sur le banc de touche avec une vidéo. Il y a des très bons opérateurs TV
Et là, il y aurait. Au rugby, ça marche très bien. Là, ça prend pas de temps. Hein. Ouais, non, mais en plus, en direct, on l'a vu tout de suite. Premier ralenti, on a vu que le juge de touche, il n'est pas exonéré de faute, hein, parce que je pense qu'il y a hors-jeu sur Rabiot quand même. Oui, il y a hors-jeu sur Rabiot. Ça fait quand même 2 grosses erreurs. Je suis désolé. Plus un contrôle à la main. Contrôle de la main. Je vais être un peu dur, mais c'est intolérable. Ouais. Parce que là, on nous parle du stade, du Parc OL, ultra connecté, avec l'application OL, les smartphones, on peut voir les actions au ralenti, tout ça, mais on va avoir 60 000 personnes, il va y avoir une émeute. Bien sûr. Bien sûr, parce que tout le monde va le voir, sauf l'arbitre. On ne peut pas continuer comme ça. Et l'arbitre qui refuse de regarder l'image. Ceci dit, il lui a montré l'image, l'action était... Pas mal le dernier rassemblement des arbitres de L1. Ah oui, il manque plus que les chiens. C'est un peu ça, ouais. Mais ça, c'était de Clément Grenier. Sérieusement, 60 000 personnes, ou 50, il y avait 45 000. Bon, c'était des Parisiens, donc ils étaient bien contents. Mais tout le monde est avec son iPhone à la main, tout le monde voit que la balle est sortie, et le seul qui est quand même le directeur du jeu, comme on l'appelle pompeusement parfois, il ne le voit pas. Ouais. Et ce qui est terrible en plus, c'est que... Ça, c'est plus possible. Et c'est pas pour taper les arbitres gratuitement. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il ne sera jamais sanctionné. Finalement, les arbitres peuvent se tromper comme ça, ils enchaînent, rarement. C'est en fin de carrière qu'ils commencent à... La catastrophe, c'est qu'ils sont quand même 5, quoi. Ils sont 5. Bah, il sert à rien. Non, mais ils sont 5. Il y en a un, il n'a que ça à faire. C'est un emploi fictif. Il y a des pénaltys qui sont oubliés. Et parfois, on s'aperçoit même que le juge de surface, moi je l'ai vu en Coupe d'Europe sur un match de Bâle, du FC Bâle, où l'arbitre de surface n'avait rien vu. Et l'arbitre central interroge, on voit très bien que l'arbitre de surface n'a rien vu, et il lui fait oui, comme ça. Non, mais ça ne sert à rien. Je suis désolé, ça c'est. Le football là-dessus ne veut pas évoluer. Oui, c'est dommage, parce qu'il y a toutes les capacités. Ils ont viré Platini, ça va peut-être faire quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est vrai. C'est vrai quand même que. Effectivement, on ne va pas revenir sur toutes les fautes qui peuvent être sifflées dans le rond central. Voilà. Mais là, on est quand même sur une action de but. Oui. Sur les actions de but, on pourrait faire appel à la vidéo. On le fait pour le rugby, ça ne prend pas trop de temps. Je pense que sur le foot, ça prendrait encore moins de temps qu'au rugby. Ça ne casse pas le jeu, ce n'est pas vrai. Les arbitres en France, c'est vraiment une blague. Même de Belgique, je vois que le ballon est sorti. Voilà, cadeau ancien nantais. Mais où je suis moins d'accord avec le président, c'est sur le pénalty sur Alexandre Lacazette. Alors oui, je pense qu'il y a faute. Le problème, c'est qu'Alexandre Lacazette en rajoute tellement dans son plongeon et il le fait régulièrement. Donc maintenant, on commence à le connaître. On sait qu'il exagère un peu tout dans ces moments-là. Donc après, c'est contre-productif, voilà, effectivement. L'image, elle est véhiculée et puis les arbitres le savent. Mais il y a faute. Et il y a faute, par contre, je voudrais rappeler que lors de la défaite en championnat, le PSG a bénéficié d'un pénalty totalement imaginaire en faveur de Zlatan. Et ils n'ont pas besoin de ça. Après, deuxièmement, voilà. Encore hier. Sur le but qu'on prend, c'est vrai que la balle elle est sortie, c'est vrai qu'il est hors jeu, donc ça aurait dû. Mais après, je pense qu'on peut mieux défendre. Umtiti doit dégager le ballon, il n'a pas à contrôler dans ses 6 mètres à 50 cm de la ligne de but. Comme disait Gorgelin, fait ce qu'il peut, fait 2-3 arrêts, mais Umtiti doit dégager le ballon. Voilà, ce que tu dis est juste. La faute d'arbitre est incontestable et, comme je l'ai dit, intolérable. Voilà. Mais il faut faire attention de ne pas que parler de ça, parce que sinon on exonère les joueurs des fautes qu'ils commettent. Parce que là, après, on a quand même 2 ou 3 possibilités de dégager le ballon et de libérer le camp pour ne pas prendre ce but-là. C'est vrai que la faute, elle y est, tout le monde l'a vu, mais on doit mieux faire en tant que joueur pour dégager son camp. Donc on a encore une déclaration de Jean-Michel Aulas, la deuxième, donc, qui dit « J'ai décidé de montrer du fair play ». Disons qu'avec la goal line technologie, on peut voir si un ballon est entré ou pas. On en parlera si ça peut être mis sur toute la ligne. Disons que j'ai suffisamment d'expérience pour analyser les choses sereinement et avec lucidité. Et peut-on être véhément quand il n'y a aucun doute ? Là, c'est quand même des erreurs très grosses de ne pas avoir vu la balle franchir la ligne. Ouais, c'est ça. Ce qui est dommageable, c'est qu'il y a un vrai objectif derrière. Il y a des enjeux économiques pour les 2 clubs, en particulier pour l'Olympique Lyonnais. Les joueurs, je comprends leur déception parce qu'ils font un gros match et ils sont tributaires d'une erreur d'arbitrage pour ne pas gagner ce match parce que, très franchement, ils méritaient un meilleur résultat. Après, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre parce que Gorgelin a fait des arrêts, bien sûr. Mais voilà, ça enlève un peu... ça gâche un peu. Oui, voilà, puis même au niveau de la confiance, tu as beau avoir fait un bon match, tu as perdu quand même. Donc voilà, et puis c'est contre un coup du sort, c'est assez chiant quand tu es joueur. Jordan Ferry qui nous dit aussi, le ballon est clairement sorti, le 5e arbitre est à 5 mètres, tout est réuni pour éviter ce genre de situation, mais on voit que malgré ce dispositif, il peut y avoir des erreurs.
Voilà, donc on l'a dit, c'est écrit 2 fois, donc je vais le lire qu'une fois si ça ne vous embête pas. Voilà. C'est un dispositif artisanal. Oui, ce que j'allais dire, il y a un dispositif, mais ça ne sert à rien. C'est du vent, c'est un emploi fictif. On voit bien que... C'est deux mecs qui ne sont pas suffisamment bons pour être arbitres centraux et qui mettent sur les fonds. Non, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Non, parce qu'en général, ce sont des arbitres de centre. Ah. Oui, c'est ça. C'est pour ça, ils n'ont pas l'habitude des lignes alors. C'est possible. C'est possible. C'est la première fois qu'ils sont aussi près du ballon. Non, ce sont des arbitres de centre qui sont rapatriés pour faire ce. Pareil, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il est du même côté que l'arbitre de touche. L'arbitre de touche a un angle de vue assez suffisamment. Dans la première version de cette disposition, je me souviens qu'il était de l'autre côté. Et j'ai jamais compris. Logique, en fait. Bien sûr. Et là, je comprends pas, parce qu'en fait. Il est du même côté que l'arbitre de touche et il y a un côté. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bon. En gros. Les arbitres, on ne sait pas s'ils sont malhonnêtes, s'ils sont malveillants ou s'ils sont simplement maladroits. Pour le coup, ils étaient tous les deux du même côté et il y en a un qui n'a pas vu le hors-jeu et donc là, ils peuvent bien mettre des arbitres tout autour du terrain, rien ne change. Armand Garrido, voilà. On salue, il regarde l'émission. En ce moment, il est en contentieux avec les arbitres. Il a été suspendu 8 matchs pour propos des Non mais là, il faut quand même constater que c'est comme, je sais pas, c'est compliqué quoi. C'est un chasseur qui part à la chasse et qui tire à côté, il la tue pas ça. Non mais c'est ça qu'on se dit, soit il a fait exprès, ou soit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en coulisses, soit son frère c'est Gilbert Montagny. Après, voilà, c'est ça. Il s'appelle en fait l'arbitre, c'est son nom de scène. En fait, c'était qui l'arbitre là? Il s'appelait comment? On ne sait pas. Et voilà. On a bien fait d'oublier votre nom. On a bien fait de l'oublier. On pensait que vous vous appeliez Gilbert Montagnier. Benoît Bastien. Benoît Bastien. Après, c'est un fait de jeu important, mais voilà, on ne peut pas se cacher que derrière ça. Alors, ceci dit, on tape sur les arbitres français, mais il ne faut pas rêver. C'est pas tout pareil. Ailleurs, c'est pareil. Non, mais c'est arbitre. Le problème, c'est que c'est complètement difficile de demander à un être humain de prendre des décisions de la même façon qu'on les prenait en 1920. Aujourd'hui, avec le ballon qui va plus vite qu'à l'époque. En 1920, il n'y avait pas la télé. Oui, donc voilà, les erreurs, on les voyait peut-être moins. Et les joueurs disaient, par exemple, non, mais il était hors jeu, donc, mais on n'avait pas d'image pour vérifier si c'était vrai ou pas. Donc ça aussi, les images de partout, les joueurs aussi. Oui, aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, il y a la télé. À la séance vidéo, juste la transition justement où il n'y avait pas les réseaux sociaux, heureusement, parce que j'ai pris 1 ou 2 buts qui pouvaient passer en boucle. Donc ça va très bien. Je suis passé juste sur le fil du rasoir. Bon, on a fait le tour de l'arbitrage. Oui, là, bon, parce qu'on peut en parler des heures, en fait. Oui, bon, maintenant, maintenant, on peut se dire maintenant que Platini est parti, on va peut-être avoir le droit à la vidéo. Voilà, pourquoi un Grenelle de l'arbitrage, c'est ça non, mais simplement, non, juste la vidéo. Vous emmerdez pas avec les Grenelles. Voilà, on va aller à l'efficace, on va aller sur un truc qui marche. Quoi. Tout le monde le voit en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de truquer, parce que si on passe sur Photoshop, ça prend du temps. Donc on verra l'image comme elle est, les gars. Alors, il faudrait que l'arbitre ait son iPhone dans la poche. Et puis, oui, peut-être. Tweeter à l'arbitre. Ceci dit, pour la finale de la Coupe du Monde 2006, l'arbitre, le 4e arbitre, il avait quand même regardé, parce que personne n'avait vu le coup de tête de Zidane sur Materazzi. Donc là oui, là non, en 12D. Un petit coup de tête de Zidane à la Kabyle. C'était parti. Bon, allez, on y va. On va passer maintenant sur l'AFP. Donc, qui dit AFP, c'est quand même votre stagiaire. Tout à l'heure, on parlait de 1920. Oui, on n'est pas loin. Mais c'était Havas à l'époque. C'était Havas, et après c'était 1940. Ouais, mais c'est un vieux de chez vieux. En fait, on file le stagiaire. Et c'est un ancien. Il a des immeubles anciens. Il n'a même pas Internet, je crois, chez lui. Il n'a pas de tablette, bien évidemment. Il ne faut pas demander trop. C'est le fameux Lulu de Villeurbanne qui nous dresse le portrait de François Tixier, journaliste à l'AFP. François Tixier, c'est qui? C'est quoi, Bonté? C'est un gonce qui est journaliste. Journaliste, donc, mais attention, journaliste à l'agence France Presse. Vous voyez, ça c'est des trucs, attention, ils font des dépêches, attention, là, ils se dépêchent tout le temps, mon Dieu, ça court, ils ont toutes les nouvelles du monde entier, oulala. Alors lui, il est basé sur Lyon, vous voyez, donc formidable, parce que c'est lyonnais au départ. Il a même fait les études au lycée Juliette Récamier, vous voyez, c'est Juliette Récamier, mon Dieu, comme moi. Comme quoi, c'est fou. Voilà, donc c'était à l'époque, c'était encore marqué dessus, lycée de jeunes filles. Alors oui, après, démerdez-vous avec ça, voilà. Maintenant, nous, je sais pas, peut-être que rapport à tout ce qui est coupe de cheveux, il y a peut-être des conséquences, rapport à Juliette Récamier, peut-être c'est là-bas qu'on y a perdu l'usage du poil, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'en ai mis un peu, là, pour y faire un peu queue de cheval, vous voyez. Bon, allez, donc voilà.
voilà, donc il est journaliste sportif, François Tissier de l'AFP. Hein, donc on le reçoit sur le plateau, formidable. C'est un gonze qui sait tout sur tout. Attention, dès que vous voulez avoir un truc sur le football, il y sait. Hein. Alors François Tissier, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones, bonté. C'est pas mal, hein, que jeune qui a réussi de récamier, mon Dieu. Ouais. Ah ouais, d'accord. Jules Trécamier. Au lycée. Ouais, quand même. Il a fait le lycée Jules Trécamier. Ça mène à tout. Hein. Il a tout fait. Ça mène à tout. C'est Et il l'a pas dit, Lulu, mais c'est qui est aussi François Tixier est un spécialiste de hockey. C'est bien. Lyon Hockey Club. Voilà. Si vous voulez aller voir un match de hockey ou avoir des infos sur le hockey, c'est François Tixier, hein, le spécialiste à Lyon. Eux aussi, ils ont débarqué l'entraîneur. Voilà, l'entraîneur a été débarqué aussi, ouais. Ça, à Lyon, c'est dangereux. Hein. Donc, voilà. De hockey surtout quand ils viennent de Reims. Parce qu'ils venaient aussi de... Ah oui, voilà. Le Beaujolais, le champagne, ça fait pas... Non, ça marche pas. Les bulles dans le Beaujolais, c'est pas du tout. C'est un truc, ça... Le hockey et puis le tennis aussi. Il aime le tennis. Le tennis, c'est bien le tennis. Voilà. Bon, pourquoi vous êtes rentré à l'AFP comme ça? Il y avait de la lumière ou c'était déjà récamier, ça vous a pris vous vouliez être journaliste? Non, mais c'était... Mon père travaillait déjà à l'AFP, il était... Ah, c'est du piston. Directeur adjoint. Non, mais ça s'est fait... Au début, je n'avais pas cette vocation-là et ça s'est passé un peu naturellement. En fait, j'ai commencé quand l'OL est descendu en 2e division. 82. J'allais à 83. Ouais, 83. Et j'allais à tous les matchs de toute façon. Et le bureau à Lyon n'était pas organisé, même les autres bureaux de province n'étaient pas organisés de la même façon. Et les journalistes qui allaient n'étaient pas spécialement spécialisés dans le sport. Il n'y avait pas de journalistes dédiés au sport pour ça. Et moi, j'étais encore étudiant et ça ne les intéressait plus d'y aller quand c'était la 2e division. Là, on m'ont proposé d'y aller. Alors j'étais content, j'étais payé pour aller voir les matchs. Et puis nous, on s'est connus au district du Rhône. Ouais. J'étais plus jeune que ça. Ah ouais, plus fit aussi. Ça marche aussi. Oh. Bien qu'à l'époque, j'étais un peu rond aussi. Donc, je connais aussi l'histoire de certains joueurs. Aussi. Ah, c'est vrai que c'est un des plus anciens. François, des journalistes, des suiveurs. On avait reçu Christian Lanier ici, il fait partie des Christian, anciens, Christian Lanier, etc. Après débuter en même temps. Hein. Christian, il avait débuté sur le hand. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Hein. Ah, mais on a quand même vécu des belles heures. Oui. Les Coupes d'Europe de volley, les Coupes d'Europe de handball. Vénissieux, ils étaient en demi-finale quand même. Hein. C'était une très très grosse équipe. Hein. Il y avait la base des bronzés à l'époque. Donc voilà. Oui, il s'appelait le grand là, qui est à l'équipe 21, là, qui jouait. Latou. Ouais, Latou. Ouais. Il était, voilà. Denis Latou. Ouais. Voilà. Bon, voilà, on a fait le tour. Hein. Donc j'ai fait les 6 saisons en Ligue 2. J'ai vu arriver Jean-Michel Aulas. Et peut-être que si je dure un peu, je le verrai partir aussi. C'est ambitieux, ça. Je sais pas. Peut-être, si je dure un peu... Il paraît qu'il est immortel, hein, Jean-Michel Aulas, attention. Mais justement, moi, en tant que jeune journaliste, entre guillemets, hein, j'ai envie de poser une question dans le sens où, est-ce qu'à un moment, tu as eu pas le dégoût, c'est le mot est un peu fort, mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, on a fait le tour, parce que justement, on est à Lyon, on connaît le club, est-ce qu'on a fait le tour ou pas du tout à chaque saison, finalement, et ben, on reprend du plaisir à retourner aux entraînements, à retourner aux matchs? C'est le fonctionnement. Il me semble qu'il y a quelques années, je ne suis pas nostalgique, hein, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont sympas, et d'autres qui sont moins sympas. C'était beaucoup plus convivial auparavant, on avait de meilleurs contacts avec les joueurs, on avait parfois des rapports de confiance, et on pouvait faire certainement des papiers beaucoup plus intéressants, alors qu'aujourd'hui, parfois, on fait des papiers sans aucune déclaration, sur des impressions, sur des on-dit, ou sur des gens qui connaissent quelqu'un. On attend, et ça, c'est parce qu'on a beaucoup moins de contact avec les joueurs. Moi, j'estime quand même que ça dessert les joueurs et ça dessert quelque part les clubs. Pendant très longtemps, l'OL a résisté à ça. Ils étaient quand même en Ligue des Champions. On pouvait encore faire des interviews au parking. Je pense que c'était le dernier club qui pouvait faire ça. 2006. Oui, et à partir de l'arrivée de Houillet, c'était plus possible parce qu'il a voulu faire un club à l'anglaise. Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, on a vu, je ne vais pas dire pas des dérapages, c'est pas ça, mais des choses qui étaient plus ou moins vérifiées. Voilà. Et puis après, c'est arrivé en plus avec l'arrivée d'Internet, enfin le développement des sites Internet, la course à l'info. Maintenant, c'est Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux. Et des fois, c'est même plus des infos qu'on donne, c'est des rumeurs, ça n'a pas de sens.
Pourquoi Razik, toi, t'as fait le tour? T'es dégoûté du foot? Mais je me pose toujours cette question lorsque je vois quelqu'un, un confrère, ça fait des années qu'il suit le club, donc il connaît un peu le mécanisme, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas eu envie d'aller faire autre chose? Est-ce que voilà, il n'y a pas ce sentiment-là? C'est à cause des sites internet comme Olympique Lyonnais. Non, mais c'est légitime, je trouve, que quand tu es dans un poste, quand tu fais quelque chose, de pouvoir peut-être te poser la question en te disant est-ce qu'il n'est pas dans une certaine routine? C'est toujours le même club, c'est jamais la même équipe en fait. C'est jamais les mêmes personnes, à part à 2-3 exceptions près. Il y a des périodes où on a l'impression de faire toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression de faire aussi souvent les mêmes papiers. Toujours les mêmes sujets qui reviennent, c'est assez répétitif. Il y a des marronniers dans le football aussi alors? Oui, bien sûr. Oui, il y a la rentrée scolaire, l'entraînement. À Noël, la trêve des confiseurs. Les départs en vacances, voilà. La reprise de l'entraînement. Le Boxing Day. Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, oui. Donc il y a des choses nouvelles, le nouveau stade, une autre façon de travailler. Oui. Bon, très clairement, je ne travaille pas du tout de la même façon qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Ça n'a rien à voir. Et quel que soit le sport pour lequel... je parle pour la couverture des matchs, on ne fait plus les comptes rendus de la même façon. Et ça, c'est les nouveaux médias, l'Internet. Oui, bien sûr. On ne va pas faire un compte rendu pour raconter un match que tout le monde a vu à la télé et tout le monde a vu au stade. Donc on n'est plus dans le compte rendu de raconter le match. Et c'est déjà tout sur Internet. Donc sur des choses qui paraissent le lendemain, il faut se décaler du match et du résultat en lui-même et parler plutôt des conséquences du résultat. Alors c'est autre chose. Moi je dirais que c'est même plus intéressant. Parce que raconter un match, c'est pas... On a une question d'un tweetos. Oula, c'est pas une question, c'est une thèse. Une analyse. Quelle différence y a-t-il entre le métier de journaliste sportif à l'AFP et l'être dans un journal comme l'Équipe ou un site web comme celui-ci, par exemple? J'imagine qu'il doit assister au match, qu'il fait les questions, les réponses, ok, très bien, aux conférences de presse, mais comment, mais où, par qui communique-t-il les informations? Parce que je sais que l'AFP est réputée pour ses photos et ses sources régulièrement citées, mais les liens des articles qu'il poste sur Twitter sont souvent hébergés sur des sites comme Yahoo et France 24. En conséquence, je m'interroge un peu sur la suite qu'il donne à son contenu. La suite qu'il donne à son contenu, j'avais pas bien compris. Lui non plus, mais bon, ça faisait bien. Non, mais les liens, de toute façon, ça souvent, ce sont des liens... qui sont repris par les médias qui ont déjà mis en ligne l'article, donc ils sont abonnés. Ça, c'est la première chose. La différence entre un journaliste de l'Équipe et un journaliste de l'AFP, normalement, il n'y en a pas. Le salaire, peut-être? Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. C'est plutôt... Non, je dirais que c'est plutôt le... Comment je pourrais dire Non, il n'y a pas de différence. On est censé avoir vérifié quand même ce qu'on écrit. Bon, très bien. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse tous maintenant, dimanche, 21h. Geoffroy Guichard, pas un Lyonnais sur... Je reviens juste sur le fait. Il n'y a plus de différence, puisque de toute façon, avant l'AFP, il fallait aller le plus rapide. Il faut toujours aller le plus rapidement possible pour diffuser l'info. Mais l'Équipe aussi également, puisqu'il y a le site Internet. Ouais. Donc, il n'y a plus vraiment de différence, puisque maintenant, ils font des passerelles, ils donnent l'info sur l'équipe.fr et le lendemain, ils ont le développement dans le journal. Nous, simplement, le développement, on le fait plus rapidement. Quand Charles Bietri, par exemple, à l'époque des Jeux Olympiques de... on remonterait très oui, c'est vieux, c'est à 72. Il a l'info sur l'histoire de l'attentat, tout ça. Il risque sa place en disant... Alors, tout le monde pensait que... Tout le monde avait mordu à ce que les Allemands avaient expliqué. Et lui, il dit, non, je vous assure, ils sont tous morts. Et là, le patron de l'AFP dit qu'est-ce qu'on fait? On balance pas, on balance pas. Et il avait 28 ans, Bietri, et puis bon, il a dit oui, je suis sûr de ma source, je les ai vus, c'était fini, quoi. Ouais, mais la différence, je pense qu'à l'époque, l'AFP, ça a un peu changé. Autre chose, ouais, non, mais c'était autre chose dans le sens que l'AFP est fiable par elle mise sur sa rapidité, mais sur la fiabilité des informations. Ça ne peut pas être faux. Dans le monde normalement, virtuel. Ça ne peut pas être faux à l'AFP. Si c'est à l'AFP, c'est que c'est sûr. En tout cas, pour mon cas, c'est que c'est sûr. Voilà. Allez, c'est l'OL. Ouais. Moi, je dis 3-0 à l'OL. Pour l'OL, à Geoffroy Guichard. Ouais, en tout cas, mobilisation au derby, rendez-vous à tous les Lyonnais pour le départ des joueurs dimanche à 17h et à 10h30 à l'Argenson. Ouais, pour une fois, ils ont changé. D'habitude, ils viennent à l'entraînement, les supporters. Là, ils ont décidé de venir lors du départ, puisqu'effectivement, les supporters ne peuvent pas, sont interdits de déplacement. C'est bien de briser les routines. À Geoffroy Guichard, et c'est bien parce que finalement, c'était prévisible. À chaque fois, ils venaient.
Les joueurs s'étaient attendus, c'était organisé un peu, il n'y avait plus l'effet de surprise. Ouais. Autant changer la manière de faire, c'est pas mal. Avant le départ, comme ça, c'est bien. Et puis on a vu un Nico Pulbois qui est bien habillé, mais qui n'a pas mis les chars, qui n'a pas mis le maillot. Donc il attend, il est prudent, il ne s'enflamme pas parce que les Verts attendent de pied ferme les Lyonnais. Bien sûr. Après le faut juste maintenant faire super gaffe si vous vous mariez dans le coin de Villefranche. Il faut faire super gaffe en ce moment parce qu'ils sont peut-être un peu énervés, les supporters, c'est ce qui se passe. Pour le mariage. Le mariage, saccagé par des ultras stéphanois condamnés par la justice. Et c'était pas le bon en plus, mariage. Ils se sont trompés, exactement. Comme quoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'un derby, c'est toujours particulier. Ils n'avaient pas vérifié leur info. Alors qu'ils seraient allés sur l'AFP, en plus à Villefranche, c'était quasiment gagné. Non, mais là, par contre, c'est sûr que les Stéphanois sont revanchards. Ils ont déjà quelques discours, quelques déclarations qui sont un peu chauds. Je pense qu'on est attendus. Ils sont Stéphanois, donc revanchards. Ils sont dans une position de revanchards. Là, c'est pas de la bonne manière. Géographiquement, là, c'est Stéphanois. C'est un peu agressif, les propos. Je pense qu'ils vont plus miser sur leur agressivité, sur le physique, plus que sur le jeu. Ils vont être méchants. Voilà, ils vont être méchants. Exactement. Bien méchants. Méchants. Ça m'a hérissé le poil. Quelle horreur. Bon, moi j'ai envie de dire, les Lyonnais, on va bien vous gagner, vous voyez. Voilà. Bon. François, tu suis les deux clubs, toi, non? Ouais. Voilà. Donc là, il a peut-être des infos. C'est là, il a pas de schizophrénie. Moi, je suis pas supporter, donc. Non, mais du côté de Saint-Étienne, est-ce qu'il y a des infos? Est-ce que Saint-Étienne sont vraiment revanchards, comme on a pu le dire ici? Ils n'ont pas bien aimé la façon dont s'est dépassé le derby au match aller. On n'a plus de temps, nous dit-on. Voilà, donc. Les dernières, ceux qui ont fêté comme si c'était une délivrance ou un championnat, quand ils ont fait du tribune à l'autre. C'est fini, ça part en vrille, c'est le derby, on peut pas les arrêter, mais enfin, moi j'ai envie de vous dire, tant qu'il y aura des gones, nous on sera là, et puis alors lundi, on va être là avec la victoire et tout, 3-0. Allez, à Geoffroy Guichard, je me mouille.